L'essai de psychanalyse intitulé Au-delà du principe de plaisir constitue un grand tournant dans l'œuvre de Freud. Le livre paraît en 1920 et nous sommes dans l'après-guerre, cette première guerre mondiale qui fut une véritable boucherie. Les hommes en reviennent brisés, ils sombrent dans la dépression, souffrent de terreurs nocturnes, ils perdent le sommeil. Traumatisés par le conflit auquel ils ont réchappé, ils présentent tous les signes cliniques qui feraient aujourd'hui poser ce qu'on appelle un diagnostic de stress post-traumatique. Alors, comme de nombreux collègues psychiatres, Freud reçoit en consultation de ces rescapés qui sont psychiquement détruits. Et parmi les souffrances dont se plaignent les soldats survivants, il y a cette fameuse contrainte de répétition à laquelle Freud s'intéresse tout particulièrement. Le fait que les soldats revivent en pensée, de jour comme de nuit, les images dramatiques des moments les plus tragiques qu'ils ont vécus sur le front. Ils se les repassent en boucle, ces images, ils en sont imprégnés, ils y sont littéralement soumis. Et pour reprendre une expression à laquelle j'ai souvent recours, le traumatisme de guerre les a transformés en disques rayés. Alors pourquoi Freud s'intéresse-t-il à cette contrainte de répétition? Eh bien parce qu'elle lui pose problème, et elle lui pose même deux problèmes. Comment expliquer ces névroses de guerre à la lumière de la théorie psychanalytique? Comment venir à bout des paradoxes que ces névroses font apparaître? Premier paradoxe. Freud a éclairé la névrose comme étant le fruit d'un conflit psychique entre une pulsion de nature inconsciente, et plus précisément sexuelle, qui vient buter contre un interdit, un empêchement, et se trouve donc refoulé. Or, ce que cherche à satisfaire une pulsion, c'est le plaisir. Ce qui explique la permanence d'un symptôme névrotique, c'est l'obstination de la pulsion à trouver satisfaction. Et là, dans les névroses de guerre, que se passe-t-il? C'est comme si la pulsion poursuivait un but totalement opposé au plaisir, et qui serait la souffrance, voire la destruction du sujet. Alors comment expliquer ce paradoxe? Freud émet quelques hypothèses, il les discute, et il finit par conclure que les pulsions n'ont peut-être pas une seule finalité. La recherche du plaisir ne serait peut-être pas le seul destin de la pulsion. Il y en aurait une autre, au-delà du plaisir, et qui serait la recherche de la mort en tant qu'apaisement définitif de la pulsion, apaisement de la mise en tension. La pulsion de mort venait de faire son apparition sur la scène psychanalytique. Deuxième paradoxe, dans ce qui restera le livre fondateur de la psychanalyse, l'analyse des rêves, dont la première parution remonte à 1899, dans cet ouvrage, Freud définit le rêve comme l'accomplissement déguisé d'un désir refoulé. Le rêve, cette formation de l'inconscient par excellence, nous livre la grammaire de l'inconscient, son organisation langagière. Elle met à jour des désirs infantiles enfouis dans l'inconscient et qui se trouvent actualisés par l'imagerie onirique. Mais alors, si le rêve exprime un désir refoulé, et si ce désir se voit réalisé dans le rêve, à nouveau, comment expliquer ces images dramatiques qui passent et repassent en boucle pendant les nuits des soldats? Comment expliquer que le rêve n'accomplisse pas sa fonction de gardien du sommeil? Eh bien là encore, Freud en arrive à l'hypothèse suivante.
la compulsion de répétition serait une façon d'apprivoiser en quelque sorte la souffrance, de l'éroder, de la désépaissir et donc d'amenuiser sa capacité de nuisance. Et pour illustrer la chose, eh bien Freud se révèle au mobile qui préside au jeu des enfants. Il prend l'exemple du fameux jeu de la bobine, qu'il a la possibilité d'observer pendant plusieurs semaines chez son petit-fils, âgé de 18 mois. Cet enfant très sage, écrit-il, ne pleurait jamais pendant les absences de sa mère, absences qui duraient parfois des heures. Il avait une bobine en bois à laquelle était attachée une ficelle. Et pas une seule fois, précise Freud, pas une seule fois l'enfant n'avait eu l'idée de tirer la bobine derrière lui pour jouer à la voiture. Non, il en faisait autre chose. Il lui donnait une autre fonction. Tout en maintenant le fil, il lançait la bobine avec beaucoup d'adresse par-dessus le bord de son lit, où elle disparaissait. Et il prononçait alors son fameux Oh, que les parents et observateurs traduisaient par fort, loin. L'enfant tirait ensuite sur la ficelle, ramenait la bobine à lui, et, la voyant réapparaître, lançait un joyeux Da, c'est-à-dire voilà. C'était le jeu du fort Da qui comportait une disparition et une réapparition, réapparition qui procurait évidemment à l'enfant le plus de plaisir. Le grand effort, le grand effort que l'enfant s'imposait, avait la signification d'un renoncement à un penchant, à la satisfaction d'un penchant, et lui permettait de supporter sans protester le départ et l'absence de sa mère. L'enfant, écrit Freud, se dédommageait ainsi de ce départ et de cette absence en reproduisant avec les objets qu'il avait sous la main la scène de la disparition et de la réapparition. Et Freud de préciser, il est certain que le départ de la mère n'était pas pour l'enfant un fait agréable. Comment alors concilier avec le principe de plaisir le fait qu'en jouant, il reproduisait cet événement pour lui pénible? On dirait peut-être que si l'enfant transformait en jeu le départ, c'était parce que celui-ci précédait toujours le joyeux retour qui devait être la véritable fonction du jeu. Mais cette explication, conclut Freud, ne s'accorde guère avec l'observation parce que le premier acte, c'est-à-dire le départ, formait un jeu indépendant et que l'enfant reproduisait cette scène beaucoup plus souvent que celle du retour et en dehors d'elle. Alors, Freud cherche d'autres raisons. Il souligne que l'enfant était face à la disparition de sa mère dans une attitude passive. Il la subissait. Et voilà qu'avec le jeu de la bobine, il assume un rôle actif. Il reproduit l'événement sous la forme d'un jeu, malgré son caractère désagréable. Le père de la psychanalyse émet alors la conclusion suivante. On voit les enfants reproduire dans leur jeu tout ce qui les a impressionnés par une sorte d'abréaction contre l'intensité de l'impression dont ils cherchent à se rendre maîtres. Voilà donc les réponses apportées par Freud aux deux paradoxes soulevés par le tableau clinique des névroses de guerre. On pourrait se satisfaire de ces réponses qui, effectivement, montrent que la compulsion de répétition constitue une véritable stratégie visant le mieux-être, un retour à une certaine homéostasie, bref, une recherche orientée vers la disparition de la souffrance, donc une voie conduisant au plaisir. Mais Freud va aller au-delà de cette première hypothèse. Il va se demander si la compulsion de répétition ne serait pas simplement la manifestation d'une tendance naturelle de l'organisme à rechercher son propre anéantissement, sa propre destruction, et principalement lorsque cet organisme baigne dans une souffrance trop prégnante. Comment mettre fin
à des tensions insupportables, sinon en se supprimant. Et Freud va encore plus loin. Cette tendance naturelle à une autosuppression ne se manifesterait pas seulement dans le cas d'une trop grande souffrance, elle serait véritablement constitutive de l'organisme. C'est-à-dire que l'organisme aurait, dès la naissance, cette espèce de programmation à l'autosuppression aux seules fins d'apaiser les tensions internes. On en arrive alors à la conclusion que le principe de plaisir et la pulsion de mort ne sont pas des forces opposées, ne sont pas contraires. Si vous avez déjà connu les douleurs d'une terrible rage de dents, vous savez combien la prise d'un antalgique et donc la disparition de la douleur peut conduire à un ressenti de plaisir tellement nous nous trouvons soulagés. La disparition de la douleur peut parfaitement être considérée comme la voie conduisant au plaisir. Et Freud de conclure, la compulsion de répétition et la satisfaction pulsionnelle aboutissant directement au plaisir semblent se recouper en une intime association. À partir de sa réflexion dans l'au-delà du principe de plaisir, Freud ne peut plus considérer la mort de la même façon. La mort n'a plus le même visage. Elle renvoyait jusque-là à la vie, et plus précisément à l'enfance, à ce moment de la vie où le maelstrom de la libido met en mouvement les énergies les plus vives. Et voilà qu'elle renvoie désormais à l'inerte, à l'inorganique qui précède la vie et qui en devient le but ultime. Voilà ce qu'est la vie, une danse permanente, une chorégraphie entre les deux partenaires que sont l'éros débordant de libido et une puissance nouvelle, la pulsion de mort, laquelle n'a qu'un objectif, ramener tout ce qui vit à l'état inanimé. Ainsi, la répétition ne serait que la manifestation la plus évidente, la plus primaire de la pulsion de vie autant que de la pulsion de mort. Et à travers la répétition se révélerait finalement le destin de toute pulsion, le retour à un état antérieur et, but final, le retour au repos absolu de l'inorganique.